Bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro, invité Manon Pignot pour parler d'enfance et d'adolescence en guerre. Je suis avec Manon Pignot, qui est historienne, maîtresse de conférences à l'université de Picardie, et qui travaille depuis longtemps sur le lien entre l'enfance et la guerre, et on discute avec elle aujourd'hui à l'occasion de deux parutions récentes. D'abord le livre Déflagration, paru aux éditions Anamosa, coordonné par Zéran Girardot, avec des dessins d'enfants dans les guerres du XXe siècle auxquels elle a contribué. Et ensuite un dossier tout récent de la revue Le Mouvement Social, le numéro 261 qu'elle a coordonné, consacré aux adolescents dans les guerres mondiales, où elle signe un texte en particulier sur les combattants juvéniles de la Grande Guerre. Alors je voudrais d'abord dire un mot du très beau volume Déflagration, aux éditions Anamosa, issu d'une exposition à Strasbourg en 2017, qui est un livre d'une force terrible. Et ça m'a frappé parce que ça fait, moi, une vingtaine d'années aussi que je travaille sur la guerre, et en faisant ce travail, on est confronté tout le temps à des images, à des textes épouvantables qui font mesurer la douleur, mais peut-être que c'est la première fois à ce point que j'ai ressenti l'horreur de la guerre à travers ces dessins d'enfants. Le livre a une puissance tout à fait singulière, sans doute en raison du contraste entre la forme et le contenu. C'est ce qu'écrit Zéran Girardot, qui a coordonné l'ouvrage dans sa préface. Le dessin est un acte de jeu devenu une trace de mort. Et là, il y a quelque chose qui est absolument poignant, qui montre aussi que, contrairement à ce qu'on entend parfois sur les guerres, la guerre expérience incommunicable, indicible, non, ça peut se communiquer, et le dessin d'enfant, finalement, en est une forme très très frappante. Alors ce livre est organisé comme un abécédaire. On passe du corps au deuil, à la fuite, au massacre, à la séparation, avec des dessins issus de différents conflits, je dirais principalement des conflits de la deuxième moitié du XXe siècle, en particulier des guerres en Afrique, au Rwanda, en Ouganda, la guerre récente en Syrie, mais également des dessins de la Première Guerre mondiale, de la période de la Seconde Guerre mondiale et de la déportation. Et ce livre donne une matérialité à travers le dessin à quelque chose que les archives retranscrivent parfois de manière imparfaite ou partielle. Je pense en particulier à quelque chose qu'on lit souvent autour des maisons incendiées. Quand on lit dans un rapport des maisons ont été incendiées, bien là les enfants, parce que c'est l'espace domestique qu'ils habitent, le montrent avec une violence implacable dans leurs dessins. Alors pour commencer, parmi les dessins que rassemble ce livre, est-ce qu'on peut, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui n'ont pas le livre sous les yeux, donner un ou deux exemples de ces dessins qui vous ont marqué et de leur force, de leur intérêt historique? Oui, je vous rejoins complètement sur cette idée que le dessin d'enfant a une capacité d'évocation et de matérialisation de la guerre sous nos yeux que peu de sources historiques ont par ailleurs. Et leur grande force tient justement à la très grande simplicité de leurs traits, généralement, parce que ce sont souvent des enfants assez jeunes qui dessinent, et qui nous rappellent, c'est des choses qu'on devrait savoir, ou qu'on sait en l'oubliant, que le dessin est une forme d'expression à part entière. C'est vraiment une parole. C'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup frappé en préparant l'exposition avec Zéran Girardot, et puis ensuite en préparant le livre, en passant comme ça en revue des centaines de dessins pour faire des choix, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours très facile, c'est le point auquel on avait l'impression d'entendre la guerre en regardant les dessins. La dimension sonore, elle en parle aussi dans sa préface, l'idée que le titre même, Déflagration, évoque les explosions, le dessin rend dissible, fait entendre la violence de la guerre. Absolument, ça crie et ça nous crie aux oreilles, et c'est parfois difficilement soutenable. Alors, pour répondre à votre question, il y a plusieurs types en fait, de dessins qui sont liés, je pense, à la place de l'enfant dessinateur au moment où les faits se produisent. C'est-à-dire qu'il y a des dessins qui sont des dessins témoignages, on va dire ça comme ça. Je pense par exemple aux dessins de la guerre d'Espagne, qui sont réalisés par des enfants espagnols républicains, de parents républicains espagnols, dans Madrid ou dans Barcelone bombardés, et qui vont décrire ce qu'ils ont vécu quelques jours, quelques semaines auparavant, et avec une précision et une minutie, y compris à mettre, je sais pas, le nom des rues par exemple, pour bien incarner l'expérience passée. Donc il y a les dessins comme ça, témoignages, et puis il y a des dessins qui sont plus bruts encore, et qui sont les dessins du traumatisme.
Dessins de rescapés. Voilà, et notamment les dessins du Rwanda, qui sont particulièrement fulgurants, parce que là, on est au-delà de la figuration, on est au-delà de l'identification d'un possible bourreau ou d'un possible lieu. C'est-à-dire que il n'y a pas de scène, il n'y a pas d'espace, il y a juste des figures. Ouais, et des figures marquées par l'impuissance. Je pense à ce dessin d'enfant où on voit un personnage d'enfant qui s'enfuit, sans bras et sans bouche, qui signifie son incapacité à dire, à agir dans l'horreur. Ou un autre qui me vient très souvent, qui est le dessin d'une petite fille qui s'appelle Beata, donc à Ndera, au Rwanda, un dessin qui a été réalisé en 1997, donc quelques années après la fin du génocide, et elle est dans un home d'enfants, et elle, en fait, le dessin, c'est des espèces de formes un peu carrées, et il y en a plusieurs comme ça, et en réalité c'est un autoportrait, et Beata s'est dessinée elle-même en train de jouer avec ses petits camarades dans la cour du home d'enfants dans lequel elle est réfugiée, et ce qui frappe absolument, c'est que c'est une forme un peu géométrique et vide, c'est une coquille vide. Il n'y a pas de visage. Il n'y a pas de visage, il n'y a même pas de membres, il y a juste une enveloppe, qui est son enveloppe corporelle, charnelle, mais tout est dévasté à l'intérieur. Et pour en revenir à la pratique historique et historienne, c'est vrai que le mot trauma, c'est un mot que on a un peu trop tendance à utiliser un peu tout le temps, en particulier en histoire de la guerre. On a un peu envie que tout le monde soit traumatisé tout le temps par l'expérience de guerre. Et alors, à plus forte raison quand on travaille sur les enfants. Et c'est vrai que quand je travaillais sur la Première Guerre mondiale, souvent j'étais obligée de dire, mais on peut pas dire une génération entière traumatisée. Le trauma, c'est quelque chose de très spécifique, de très médical aussi, de très bien défini par la psychiatrie, la psychanalyse, comme l'effraction de la mort dans la psyché d'un sujet, ce qui fait que d'ailleurs il y a des bourreaux qui peuvent être traumatisés aussi, donc on peut pas plaquer ce cadre d'analyse systématiquement sur une génération entière ou sur une catégorie d'âge entière. Et je trouve que les dessins d'enfants sont incroyablement utiles pour expliquer, notamment à des élèves ou à des étudiants, ce que c'est que le trauma. C'est-à-dire qu'une expérience de guerre, elle peut être choquante, ça peut être un choc, ça peut être une épreuve, et une épreuve très lourde dont on met des années à se remettre, sans être nécessairement traumatique. En revanche, quand elle est traumatique, les dessins d'enfants nous permettent de le voir. Alors c'est un matériau extrêmement riche, mais qui a aussi sa propre histoire. Et vous écrivez d'ailleurs, il n'existe certes pas de syndicat d'enfants ni de parti des enfants, dont les archives seraient sagement conservées dans quelques dépôts. Mais en même temps, vous montrez que, depuis la Première Guerre mondiale, on s'est quand même préoccupé de collecter, de diffuser des dessins d'enfants. Une démarche qui culmine d'ailleurs durant la guerre d'Espagne. Est-ce que vous pouvez retracer cette évolution ? Oui, alors ça c'est vraiment très frappant. C'est-à-dire que l'intérêt pour le dessin d'enfants comme un lieu d'observation date de la Belle Époque en fait. Et les premiers à se poser la question sont les psychologues et les pédagogues. Et donc le tout premier à ma connaissance c'est Luquet qui publie un ouvrage scientifique en 1913 qui s'appelle Le dessin d'enfant, où il utilise les dessins de sa propre fille. Mais l'enjeu là c'est plutôt de se servir du dessin comme d'un lieu d'observation des stades d'évolution psychique des enfants, donc avec le bonhomme patate, et puis ensuite mettre des yeux au personnage, etc., etc. Donc, utiliser le dessin d'enfant comme un lieu d'expression de la psyché enfantine, c'est quelque chose que les psys font depuis très longtemps, en réalité. Et pendant la Première Guerre, il y a effectivement des collections de dessins qui sont constituées et publiées, mais c'est plutôt par des pédagogues, des instituteurs, des psychologues aussi. Mais à ce moment-là, l'enjeu, c'est plutôt d'interroger ce que la guerre fait aux enfants, mais aussi de venir vérifier que le discours de guerre a bien été assimilé. Oui, parce qu'il y a des concours aussi qu'on organise autour des thèmes guerriers. Le dessin occupe une place très importante dans l'enseignement, et pas seulement en France, en Europe, dans les pédagogies européennes d'avant 14. Et donc il y a une place importante qui est dévolue au dessin, et notamment depuis les années 1900-1910, ce qu'on appelle le dessin libre, c'est-à-dire le fait de ne pas contraindre avec le travail de la perspective et des proportions, mais laisser les enfants dessiner librement. Et ce qui explique d'ailleurs que les dessins sont parfois de très grande qualité, les dessins de la guerre de 14, français, russes, allemands, parce qu'on voit qu'il y a vraiment une pédagogie du dessin à l'œuvre à cette époque en Europe. Et
il y a effectivement des concours qui sont organisés, et puis les instituteurs dans les classes font beaucoup dessiner les enfants, et certains qui sont généralement aussi militants d'associations philanthropiques ou d'associations de pédagogues, ont souvent 2 casquettes, les instituteurs à cette époque, vont réutiliser le matériau dont ils se servent en classe pour évaluer les enfants, très simplement, parce que les dessins sont aussi des supports pour la rédaction en classe, pour les exercices scolaires. Ils vont réemployer ce matériau à des fins plus idéologiques, on va dire. Alors vous écrivez aussi que le dessin a un intérêt parce que c'est un matériau qui, contrairement à l'écriture, n'est pas aussi déterminé socialement. Tout le monde peut prendre un crayon alors que tout le monde n'a pas le même accès au langage, même si ça pourrait sans doute se discuter. Évidemment, chaque dessin doit être rapporté, comme toute source, à un contexte de production et à un producteur, mais est-ce que le dessin donne accès peut-être à d'autres expériences que celles des enfants, disons, les mieux dotés ? Je le suppose en tout cas, parce que le principal inconvénient avec les dessins d'enfants, c'est qu'on a souvent très peu d'informations sur les dessinateurs. Donc, au mieux, on sait de quelle école ils viennent. Bon, alors du coup, ça nous permet de recouper ensuite en fonction de la géographie urbaine ou de quelle école, de quel quartier, donc de quel milieu social on peut supposer qu'ils sont originaires. Mais ce qui est certain, et dans Déflagration, les dessins des conflits les plus récents nous le montrent, où on est confronté à des enfants qui ne sont pas forcément scolarisés ou dont la scolarité a été profondément bouleversée par la guerre. C'est vrai que le dessin reste un mode d'expression plus universel, on pourrait dire, et surtout plus à la portée des très jeunes. Alors, ces dessins justement des guerres du second XXe siècle, est-ce qu'ils sont les mêmes, avec les mêmes codes, les mêmes logiques que ceux que vous avez pu étudier pour la Grande Guerre ? Vous avez déjà dit que finalement les normes un petit peu autour de la manière dont on doit dessiner étaient sans doute plus lourdes dans le cadre de l'école de la Troisième République qu'elles ne peuvent l'être évidemment dans d'autres contextes, mais sur les thèmes représentés, est-ce que vous trouvez des constantes ou est-ce qu'on peut faire des distinctions ? Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est l'importance des constantes, justement, y compris dans des univers culturels très différents. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des signes qui ressurgissent d'un conflit à l'autre, parfois à des décennies d'écart. Donc comme, alors bien sûr, la maison, ça paraît presque une tautologie de le dire, mais l'importance de la maison, mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'espace domestique, c'est quand même le centre de l'univers enfantin, donc toute atteinte à l'espace domestique devient une atteinte presque personnelle et presque corporelle. Mais il y a d'autres signes comme ça. Une des figures qui me frappe le plus, c'est la figure du monstre, et notamment d'une espèce de figure que nous, dans notre culture à nous, on appellerait par exemple l'hydre à plusieurs têtes, mais que je vois réapparaître par exemple pendant la guerre d'Espagne, donc c'est l'hydre du fascisme. Oui, il y a un dessin extraordinaire où un enfant, alors sans doute quand même là d'un milieu très politisé, a écrit que l'hydre c'est le fascisme, le capitalisme, les forces de la réaction à abattre, et puis il y a un petit char ou un petit canon de républicains, mais très petit par rapport au monstre, qui essaie de lutter. Qui essaye de lutter. Et alors effectivement, c'est un dessin dont on mesure là l'imprégnation idéologique de ces enfants, qui sont des enfants de combattants républicains, et donc et qui sont séparés de leurs parents à cause de la guerre, et qui sont d'ailleurs encadrés, ces dessins sont réalisés, encadrés par des personnels venus des brigades internationales, en l'occurrence le couple d'Alfred et Françoise Bronner. Mais ce monstre à 3 têtes, cet hydre monstrueux qui incarne l'ennemi à la fois fantasmé et en même temps bien réel, parce qu'il détruit tout sur son passage, dans les dessins récoltés par Zéran Girardot, on va le retrouver aussi, ce signe de l'ennemi, dans des dessins de la Deuxième Guerre mondiale venus du ghetto de Térésine, dans des dessins de la guerre en Syrie aujourd'hui, et même dans un dessin d'un écolier new-yorkais à qui on demande de représenter l'attaque du World Trade Center, des 2 tours, et qui va figurer les avions des terroristes, mais qui va surtout les figurer sous forme de dragons qui sont en train d'escalader, un peu comme King Kong, les tours du World Trade Center. Alors, une question qui peut-être permettra de faire la transition avec le numéro de revue que vous avez coordonné sur les adolescents. Un élément récurrent dans le livre Déflagration, c'est que les dessins, finalement, des enfants les plus jeunes sont aussi, par certains côtés, les plus marquants. Et Françoise Héritier, qui avait contribué au livre, écrit « La réalité est là
chez les enfants plus grands, mais la force expressive n'est plus la même. Alors, j'aurais bien du mal à l'expliquer en termes historiques, évidemment. En revanche, pour en avoir beaucoup discuté avec des pédopsychiatres, et notamment avec Roland Beller, avec lequel j'avais travaillé autrefois sur des dessins de la guerre de 14, c'est lui qui m'avait expliqué ça, hein, qu'effectivement, il y a un âge où la volonté de de représenter des choses de façon plus réaliste prime sur la spontanéité de la représentation. Donc on peut appeler ça à la fois, il y a de la convenance, il y a du conformisme aussi, parce que, encore une fois, en particulier pour les dessins confectionnés, réalisés à l'école, il ne faut jamais oublier que le but, c'est aussi de faire plaisir au maître pour lequel on dessine et à qui on va rendre son dessin. Donc on ne peut pas oublier cette part de conformisme, la volonté au sens où les élèves veulent se conformer à la consigne du maître et aux attentes supposées du maître, en particulier en temps de guerre. Mais plus généralement, je dirais que voilà, il y a à partir, évidemment on ne peut pas dater, mais disons qu'à partir de 8, 9, 10 ans, on voit émerger des dessins la volonté de faire vrai, c'est-à-dire de la vraisemblance. Alors que pour les enfants plus jeunes, faire vrai, c'est faire vrai pour soi, c'est-à-dire avec son rapport au monde à soi. C'est la vérité émotionnelle plus que le réalisme. Absolument, absolument. C'est ce qui va nous donner des dessins avec des objets disproportionnés. Il y avait un dessin de la guerre de 14 du fond Saint-Isore qui était très intéressant pour ça, où il y avait une mitrailleuse, visiblement qui était un objet qui devait fasciner le jeune écolier, et la mitrailleuse était totalement disproportionnée, c'est-à-dire qu'elle faisait la taille quasiment de la grosse Bertha, avec des tout petits personnages qui s'agitaient autour. Mais parce que l'intérêt là, c'est évidemment pas le réalisme et la vraisemblance du dessin, mais bien au contraire, ce que cette arme nouvelle, moderne et incroyablement mortifère a dû incarner pour cet écolier à ce moment précis. Alors, pour renverser la perspective en grande partie, là où déflagration autour de ces dessins d'enfants, en grande partie traumatisés, montre la guerre avant tout subie et l'impuissance des enfants dans la guerre, vous étudiez dans le numéro de revue que vous avez dirigé, Engagement adolescent en guerre mondiale, numéro 261 de la revue Le Mouvement Social, vous étudiez un petit groupe de jeunes gens qui, eux, désirent se battre, et plus particulièrement dans votre article, qui désirent se battre en 14-18, ce qui interroge un moment particulier, l'adolescence, ce moment qui est entre la fin de la scolarité obligatoire, autour de 12-13 ans à l'époque, et puis le début de la conscription, en tout cas le début de l'autorisation légale d'aller se battre autour de 18 ans. Et là, on a un entre-deux dans lequel quelques jeunes gens vont chercher à rejoindre le front, plus ou moins clandestinement. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot des raisons qui les poussent à cet engagement ? Oui, alors vous avez raison de rappeler d'abord qu'ils sont peu nombreux. Il ne s'agit pas du tout de poser comme principe que c'est l'attitude adolescente majoritaire en guerre mondiale, évidemment. Mais ce qui m'a frappée, c'est que ces jeunes gens et quelques jeunes filles, même si elles sont encore moins nombreuses que ces peu nombreux, manifestent une volonté de rejoindre le front. Alors, la grande majorité ne parvient pas jusqu'au front et est interceptée d'une manière ou d'une autre, soit par les parents, soit plus généralement par les autorités de l'État et notamment la police. Les médecins militaires aussi qui repèrent qu'ils ne sont pas d'âge requis. Qu'ils n'ont pas l'âge, que visiblement ils ont menti sur leur âge aux sergents recruteurs et que donc du coup... physiquement, physiologiquement même, ils n'ont pas du tout l'apparence d'un homme ou même d'un jeune homme prêt à partir au front. Mais malgré tout, il y en a quand même un certain nombre, et c'est ça qui m'a en fait vraiment étonnée, qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Alors en fuguant d'abord, et puis ensuite en mentant sur leur âge, et puis sur leur nom même parfois, histoire de brouiller les cartes absolument. Et la deuxième chose qui m'a vraiment frappée, c'est le point auquel ils sont accueillis une fois qu'ils y arrivent. C'est-à-dire que pour la petite minorité qui arrive à passer entre les mailles du filet, finalement, une fois qu'ils arrivent au front, alors il y a d'autres vagues de renvoi, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés et puis renvoyés à l'arrière, mais il y en a quand même un certain nombre, en tout cas ceux pour lesquels on arrive à trouver des souvenirs, des récits, des sources, qui finalement, une fois qu'ils ont franchi tous les obstacles, arrivent au milieu des hommes, et les hommes leur font une place et les accueillent. Alors, s'agissant de leur motivation, c'est pas toujours évident à les définir, mais
il peut y avoir des motivations, et c'est ce qu'avance un historien canadien qui s'appelle Tim Cook pour le corps expéditionnaire canadien qu'il a étudié plus précisément. Il peut y avoir des motivations économiques, financières, mais elles sont valables pour certains types d'armées, mais par exemple en France non, parce qu'on sait que par exemple un adolescent qui s'embaucherait dans des usines de guerre, des usines de fabrication d'obus, gagnerait bien mieux sa vie qu'en étant soldat et en touchant la solde des militaires. Mais pour certains pays, et notamment pour le Canada, ça a pu être intéressant parce que la solde était vraiment... Oui, il y a une dimension matérielle de l'engagement, oui. D'ailleurs que les historiens ont montré aussi pour les engagements de volontaires adultes, qui jouent un rôle très important en Grande-Bretagne, dans le monde britannique. Donc ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, ça peut être aussi des motivations d'ordre idéologique et patriotique. En tout cas, c'est ce qui ressort. Alors évidemment, tout en sachant bien sûr que ces motivations patriotiques et idéologiques, elles sont très largement construites au préalable, avant la guerre, par des systèmes scolaires, ou que ce soit d'ailleurs dans des régimes républicains ou dans des régimes impériaux, avec une très grande culture patriotique. Si je prends l'exemple de Marina Yurlova, qui est l'exemple russe et qui en plus est une fille, c'est évidemment pas un hasard qu'elle soit fille de cosaque. C'est pas une petite paysanne perdue. Oui, il y a une socialisation sur le temps long qui l'explique. D'ailleurs, vous le montrez aussi à travers le contre-exemple italien, un pays dont l'unité est récente, un pays dont le système scolaire n'a pas encore sans doute produit tous les effets qu'a pu produire l'école en France construite depuis le 19e siècle, et du coup, ces engagements sont encore moins forts. Oui, voilà. En réalité, en faisant mes recherches, parce que c'est une recherche qui est en cours, j'étais étonnée de trouver si peu d'italien. Ce qui m'ennuyait d'ailleurs beaucoup, puisque comme c'est à peu près une des seules langues étrangères que je maîtrise, j'aurais bien aimé avoir des sources en italien. Contrairement au russe, que je maîtrise pas du tout, et pour lequel j'ai été obligée de me faire abondamment aider par des amies et chercheuses. Et donc j'en ai parlé à des collègues historiens de la Grande Guerre italiens, et qui m'ont tous dit, mais en fait, non, c'est parce qu'il n'y a pas de sentiment national encore suffisamment solide, et surtout qui n'a pas encore plongé ses racines dans le pays. Et donc, sans surprise, les rares cas d'adolescents combattants italiens sont des Italiens du Nord, venus notamment du Trentin, et qui choisissent de ne pas rester en zone autrichienne et traverser la frontière et aller et tenter de s'engager. D'ailleurs, et dans cela, ils rejoignent tous les autres cas, c'est-à-dire qu'il y en a quand même beaucoup qui sont identifiés, qui n'arrivent pas à s'enrôler. Mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, parce que c'est comme une espèce de micro-patriotisme local de l'Italie du Nord, et qui veulent manifester par là leur attachement à la patrie italienne contre l'Empire austro-hongrois. Tout à fait. Pour le reste de l'Italie, d'ailleurs, c'est parce qu'ils trouvent que le sentiment national est déficient que certains dirigeants sont interventionnistes en 1915, parce qu'ils pensent que la guerre sera l'épreuve qui permettra de le forger. Alors, une question qui porte sur les causes perçues à l'époque. Vous montrez aussi que c'est en lien, il y a tout un discours qui met ça en lien avec le désordre des familles, avec l'idée que les pères étant absents, c'est pour ça que les adolescents fuguent, que ces jeunes gens ne sont plus sous le contrôle familial. En fait, c'est pas le cas. Oui, ce qui est assez frappant, c'est ça, c'est-à-dire que les observateurs de l'époque, les pédagogues, les juristes, la presse en particulier, parce que ils sont très présents dans les journaux, ces fugueurs. Pas nécessairement ceux qui arrivent jusqu'au front et qui y restent, mais ceux qui tentent de fuguer, on les voit beaucoup. Ce qui me fait penser que donc c'était un secret de Polichinelle, en fait. Avec un mélange d'ailleurs de fierté et d'interdit. Oui. À la fois on rappelle qu'il ne faut pas le faire, mais quelque part ça flatte aussi la société qui voit à quel point on est engagé. Ils manifestent le bon sang national et la bonne âme, et en même temps on leur rappelle que quand même c'est pas leur rôle, et donc ils sont gentils, il faut qu'ils rentrent chez leur mère. Mais les observateurs de l'époque ont tendance à rabattre ce phénomène très particulier des adolescents fugueurs vers le front sur un phénomène plus général qui va être le vagabondage des mineurs, et donc à les rabattre d'une certaine manière vers une explication de type délinquante, enfin, petite délinquance de vagabondage. Le vagabondage étant avec le vol les deux principaux délits commis par la jeunesse à l'époque. Et donc assez logiquement, l'explication, ça va être, c'est parce que le père n'est pas là, et que la mère est faible, puisque les mères sont faibles structurellement, j'ai envie de dire, et qu'elles ne sont pas capables de tenir leur foyer, et c'est bien normal, puisqu'elles ne sont que des femmes. Et donc l'explication, ce qui est assez étonnant, c'est que les observateurs de l'époque
comprennent bien que ces adolescents vont vers le front, donc que c'est lié au contexte de guerre. En revanche, ils n'envisagent pas une seule minute que la guerre puisse être la cause de cette volonté de partir. La guerre n'intervient comme facteur explicatif que parce qu'elle a conduit à l'absence des pères. Alors, cet interdit pendant la guerre, d'une certaine manière, on a l'impression, à vous lire, en lisant les sources que vous convoquez, des mémoires, des témoignages qui sont publiés dans l'après-guerre, l'interdit est levé et ça devient un objet de fierté, y compris un objet d'instrumentalisation peut-être par certains régimes qui valorisent ces engagements de gens très jeunes. Oui, alors c'est principalement vrai pour l'Allemagne nazie, et avec la publication assez importante de récits à partir de 1933 et qui vont ensuite être réédités, de témoignages à la première personne d'anciens adolescents combattants qui vont être exaltés comme l'esprit allemand, enfin la manifestation du vrai esprit allemand et de cette je sais pas comment dire ça, de ce sentiment identitaire qui prime sur tout le reste. En revanche, ce qui me frappe aussi, c'est que si on prend l'équivalent à la même époque, c'est-à-dire des régimes démocratiques républicains et notamment la France, cette mémoire des adolescents combattants, elle n'est pas très exaltée. Enfin, c'est ambigu. Elle est exaltée pour ce qui est des morts, c'est-à-dire des 2-3 figures vraiment héroïques, type Jean-Corentin Carré, qui là va être commémoré à plusieurs reprises au cours des années 20 et des années 30. En revanche, j'ai découvert avec un peu d'étonnement, et j'étais assez frappée en parlant autour de moi, que pas beaucoup d'historiens de la Grande Guerre que je connais connaissaient l'existence de cette Légion des 1000, c'est-à-dire c'est une association fondée à Paris en 1935 qui est censée regrouper les 1000 plus jeunes volontaires de l'armée française. Et cette Légion des 1000, elle perdure encore ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans les années 60-70, elle publie un bulletin, et au premier rang de la liste des 1000 plus jeunes volontaires, il y a évidemment Jean-Corentin Carré, qui est l'icône. L'icône, exactement. Mais cette Légion des 1000, elle peine à exister dans le paysage des années 1930 en France, parce que justement, ils sont trop ambivalents, ces adolescents combattants. C'est-à-dire que leur devise, la devise de la Légion des 1000, c'est « le devoir est plus que le devoir ». Et du coup, c'est très compliqué, compte tenu de la commémoration, enfin de la manière dont sont commémorées les morts de la guerre dans les années 20 et 30. C'est une commémoration qui effectivement exalte le sens du devoir et du sacrifice, mais pas du sacrifice jusqu'au boutiste, comme peut être celui des adolescents combattants. Alors, un arrière-plan possible de votre travail, même si ce n'est pas du tout évoqué dans l'article, ce sont des questions contemporaines. On sait qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude sur des adolescents qui sont tentés par la guerre, qui sont tentés par le fait d'aller se battre en Syrie en particulier. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous avez songé en travaillant sur cette question ? Est-ce que c'est un arrière-plan de cette réflexion ? C'est d'autant plus un arrière-plan que, en fait, je crois que c'est parti de là. C'est-à-dire que c'est par intérêt personnel et par curiosité, en lisant des choses sur les enfants soldats, alors dans les conflits africains des années 1980-1990, que j'en suis venue à me dire, mais si on prenait le temps à rebours et qu'on remontait pour sortir de cette espèce de cliché du petit enfant africain avec une Kalachnikov plus grande que lui, qu'on force à faire la guerre, et qui est une réalité. Enfin, je veux dire, une très grande majorité de ces enfants soldats sont des enfants en termes d'âge et en termes biologiques, et ont été raptés, kidnappés, séquestrés, ça c'est indéniable. Mais ce que montrent notamment les travaux des anthropologues aujourd'hui sur ces conflits récents, c'est que à l'intérieur de ce vaste groupe enfants-soldats, il y a aussi des adolescents qui, eux, choisissent et désirent rejoindre une lutte combattante pour des raisons
là encore, économiques, financières, pour des raisons d'émancipation sociale et pour des raisons idéologiques. Oui, et puis aussi pour des raisons, vous l'expliquez, de rapport particulier de l'adolescence à la transgression et à la mort. C'est aussi un arrière-plan possible de ces... Absolument, et c'est pour ça que les travaux des anthropologues sont si utiles pour nous historiens, en particulier sur ces questions très périlleuses d'enfance et d'adolescence en guerre, parce que d'une certaine manière, ils rappellent un certain nombre de cadres d'analyse et de concepts d'analyse, notamment le concept d'agency, là, qu'on traduirait en français par capacité d'action, capacité à agir, qui n'est évidemment pas totale, qui est pris dans un entrelac et dans un écheveau de contraintes et de systèmes, d'encadrement, de formation, mais qui, malgré tout, se manifeste. Et donc, si on croise ce regard des anthropologues avec ce concept de capacité d'action, d'agency, et le regard plutôt venu de la psychanalyse sur une réflexion sur l'adolescence comme royaume de l'entre-deux, c'est une expression de Freud, il y a énormément de travaux, notamment sur des cas actuels, de jeunes tentés par le djihad. Il y a beaucoup de psychanalystes qui réfléchissent et qui écrivent aujourd'hui là-dessus. Et c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire, en gros, une quête de sens et un besoin d'action, un besoin de se confronter à la mort d'une manière générale, à sa propre mort, à son désir d'immortalité, et puis une quête de sens que la société dans laquelle l'adolescent en question vit ne lui fournit pas forcément ou ne lui fournit plus. Et je trouvais ça assez intéressant de remonter jusqu'à la guerre de 14 et d'être confronté à des adolescents que là, pour le coup, personne n'a contraint à partir. Au contraire, les États ont plutôt tendance à leur dire, États autoritaires comme États républicains ont plutôt tendance à leur dire non, mais restez chez vous, rentrez chez vos mères, non, on n'a pas besoin de vous, merci, on a déjà des adultes pour faire la guerre. C'était assez intéressant parce que du coup, ça nous sort d'une espèce de caricature où l'adolescent combattant serait forcément... en gros, il y a les Hitlerjugend, et puis aujourd'hui, il y a Daesh, et donc ça nous fait perdre de vue quoi parce que c'est tellement massif, évidemment, cet écran du totalitarisme, ça nous fait perdre de vue que malgré tout, ça reste des adolescents, qu'ils soient Hitlerjugend ou Daesh, et donc aller les chercher dans des régimes où il n'y a pas cette contrainte totalitaire, c'est assez... disons que ça rend le phénomène plus intelligible. Pas forcément plus clair à expliquer, mais plus intelligible. Alors pour terminer, est-ce que l'exposition Déflagration aura des suites ? Est-ce que c'est en cours ou Alors on espère vraiment que l'exposition va se promener. Zoran Girardot y consacre toute son énergie. On n'a pas encore de lieu capable de nous accueillir parce que c'est vrai que c'est une exposition de très grande ampleur. Il faut dire aussi qu'il y a des travaux d'artistes contemporains, il y a des dessins d'enfants et des œuvres absolument. contemporaines. Zoran Girardot a fait appel à un certain nombre d'artistes qui ont offert des œuvres comme Enki Bilal notamment, qui est un peu le parrain de l'exposition, et qui chaque artiste peintre, dessinateur, mais aussi écrivain, poète, se sont saisis d'un dessin et y ont répondu. Chacun à sa manière, chacun avec son art. Donc du coup, c'est une exposition assez monumentale. Il faut de la place pour arriver à l'exposer, mais on a bon espoir pour le dernier trimestre de 2018 de pouvoir la présenter à d'autres publics que celui de Strasbourg. Est-ce que vous auriez un livre à conseiller à ceux et celles qui nous écoutent, pas forcément sur ces questions d'enfance en guerre, mais de manière plus générale ? Alors il se trouve que je viens de finir un roman absolument remarquable d'une écrivaine irlandaise, d'origine irlandaise, qui s'appelle Anna Hope, comme l'espoir en anglais, et dont j'avais lu le premier roman qui est paru aux éditions Gallimard il y a 2 ans, qui s'appelait Le Chagrin des vivants, qui est un livre remarquable sur le deuil de guerre en Angleterre. L'action se passe en quelques jours au moment de la cérémonie pour le soldat inconnu britannique. Donc ça, c'est le premier, Le Chagrin des vivants. Magnifique livre sur le deuil de guerre, de 3 femmes, avec 3 femmes de 3 générations, de 3 milieux sociaux différents. C'est vraiment formidable. Et là, le nouveau roman de Anna Hope vient de sortir aux éditions Gallimard. Et c'est... extrêmement beau aussi, ça s'appelle La salle de bal et ça se passe dans l'Angleterre de 1911-1912 dans une espèce d'hospice où on place les aliénés, mais aussi les indigents, mais aussi les ouvriers récalcitrants des manufactures textiles. Et c'est une très belle histoire d'amour et c'est remarquable. Bon, ça donne envie en tout cas, merci beaucoup Manon Merci Pignot. À vous.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.